La RDC est au bord d'un tournant historique. Entre un Kabila qui refuse de s'effacer et un Tshisekedi qui tente de léguer un nouvel État, la tension est à son comble. Dans cette vidéo, nous décryptons les déclarations choc sur l'infiltration de l'armée et l'incertitude des élections de 2028. Restez jusqu'au bout car c'est un débat sans filtre. Like et abonne-toi pour ne rien manquer de nos analyses exclusives. Prenez un exemple simple. La garde prétorienne, la garde républicaine comme on l'appelle, c'est la même garde républicaine qui était avec Joseph Kabila. Donc tu ne peux pas venir, tu dis, partez. Sinon on serait dans un pays comme l'Irak à l'époque, là où on a viré. Donc il prend les officiers nommés par Kabila. Il prend l'armée qui est avec Kabila, les services de renseignement. Et ces services, pendant les 2 ans qui lui restaient, là, pour le premier mandat, il travaille avec eux. Bouf, Bounagana était déjà tombé, hein. Bounagana était déjà tombé. Mais il a dit pendant la conférence de presse que le 2e mandat, pourquoi Kabila n'est pas parti avec le FCC? Parce que pour eux, il ne devait pas avoir d'élection. Et je me souviens de John Numbi qui disait clairement il n'y aura pas d'élection. C'était l'époque où les John Numbi sortent par Brazzaville, tous les officiers partent, comme par hasard, se cacher dans la sous-région. Parce que, pertinemment pour eux, il devait avoir un coup d'État. Mais c'est ça, mon Il se préparait un coup d'État. Si on veut pousser encore la réflexion, ouais. Le président Félix, il est le fils quand même d'Étienne Tshisekedi, ouais. grand opposant. On s'est dit, mais ils connaissent ces gens-là, ils savent que ce ne sont pas des enfants de cœur. À quel moment, en fait, il y a une forme de naïveté que je n'arrive pas à comprendre. Je continue effectivement. Oui, on peut parler de naïveté républicaine. Il a dit, je regrette jusqu'aujourd'hui ce qui s'est passé avec Kabila. Pourquoi? Pour lui, Kabila est de bonne foi. Aïe, aïe, aïe. La politique, c'est aussi de la naïveté. Oui, de bonne foi, pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou pas, je l'ai dit la dernière fois, là, Kabila, malgré la pression, même s'il y avait la pression, a accepté quand même qu'il y ait c'est la première fois en RDC. C'est ce qu'on retenait de lui. Maintenant, pour revenir à votre question. Effectivement, lorsqu'il est en pleine campagne, tous ces gens-là sont aujourd'hui en prison. Le patron des renseignements militaires, le chef d'état-major, tout l'appareil dans son propre cabinet. Je dis même que si aujourd'hui Tshisekedi est encore en vie, c'est Dieu qui est avec lui. D'ailleurs, il dit il prie tous les jours. Parce que tout un système comme ça verrouillé, on lui donne des éléments quand il dit en cas d'escarmouche. Parce que lui, les renseignements savaient que pendant cette période, il devait attaquer. Donc lui, il se dit, s'ils attaquent, moi, je vais répondre. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que des gens dans l'administration militaire ont voulu faire commettre une erreur au président. Mais bien entendu. Parce qu'il suffisait seulement qu'il déclenche la guerre. Incroyable, ça. Kigali serait à Kinshasa. Parce que là, ce serait plus le M23. Quand tu déclares la guerre, tu ne déclares pas la guerre au M23, tu déclares la guerre au Rwanda. Mais le Rwanda se dit, moi aussi, je me dote des moyens. Et donc, le plan de Kabila, de faire de la RDC, de recontrôler le pouvoir. Par exemple, la dernière émission, je termine là-dessus, je parlais de la stratégie du recours. Lorsqu'il n'a pas pu empêcher Tshisekedi d'arriver aux affaires, lorsqu'il n'a pas pu le déstabiliser avec le FCC-Cash, il s'est dit la 3e étape, ça sera de faire un coup d'État. Et donc, l'erreur serait de dire je déclare la guerre, mais Kagame serait à Kinshasa dans les premiers jours de déclenchement de la guerre. Parce qu'il n'y avait pas d'armée, parce que, comme il a dit, l'armée était infiltrée de bout en bout. De 2 choses l'une. Ou, ce que je dis est dur, où il serait tué, il faut le dire les choses telles que ça se trouve, ou un coup d'état de palais se passait et on n'en parlerait plus. Donc oui, on peut parler, raison pour laquelle je parlais de responsabilités partagées, et raison pour laquelle je dis en même temps, cette opposition, au lieu de continuer à crier, il faut se dire que la mission qui est la mission de Félix Tshisekedi de déboulonner le système Kabila, mais il faut lui rendre d'or, il faut lui rendre grâce d'avoir pris cette responsabilité. Il y a une psychologie en fait dans cette affaire-là que Kabila n'a pas très bien mesuré vis-à-vis de Tshisekedi. Tout à l'heure, Carlyle, vous avez dit, en effet, son père, c'est Chilombo, c'est ça? Étienne Tshisekedi Wamulombo. Bien, Wamulumba, pardon. Wamulumba, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Tshisekedi, donc, a vécu, en fait, dans un espace politique permanent. Absolument. À la différence de Kabila, qui, lui, donc, fils adoptif du Mzé. Fils adoptif Oui.
Vous nous révélez un truc. Donc c'est grave, Lucien. La thèse sur ses origines rwandaises est vraie ou pas? Ben alors, je dis simplement ce que je lis, ce que vous lisez tous. Vous lisez ça, bien entendu. Vous avez laissé les naissances de Kabila. À savoir que... alors, c'est son fils, si vous voulez. Oui, on a cette version. Sauf que ce fils-là a vécu avec un père qui était en permanence en situation de rebelle et de révolution. Et donc, pour lui, pour filer la métaphore, c'est le rapport de force qu'il a. Donc on a deux profils, quoi. Ah oui, un qui a été éduqué dans la rébellion et un autre. Et bien sûr, et un autre dans l'attente. Mais bien sûr, un autre dans l'attente et dans l'observation. Et ce qui fait que Tshisekedi, mais justement, il y a les critiques que l'on fait vis-à-vis de Tshisekedi. Moi-même, j'en fais effectivement. Donc, je suis tout à fait à l'aise pour dire que je peux me tromper. C'est le cas. On pense que c'est un mou. On pense que c'est quelqu'un qui se laisse faire. Ça a été reproché même dans la première question de la conférence de presse. On dit, mais Monsieur le Président, que c'est un mou, c'est pourquoi vous n'attaquez pas qui se laisse faire, etc. Non, c'est quelqu'un, effectivement, qui est méthodique, qui a observé son père. Son père est resté a été plusieurs fois en prison, emprisonné par Mobutu, d'accord. Et c'est quelqu'un, en fait, qui agit non pas comme un homme politique, mais comme un homme d'État. Il l'a dit lui-même. Et son objectif, c'est quoi? C'est laisser quelque chose à la RDC. Bien, bon, ça tombe bien. Mais ce que Kabila, c'est très intéressant, c'est qu'il a dit, le président, il dit, il déplore qu'il ait choisi notre voie, quelque chose. Ah oui. Oui, très rapidement, Caroline, je vais revenir sur le mea culpa. Il faut savoir que, je ne sais pas la première fois qu'il fait ce mea culpa, mais il avait déjà expliqué dans l'une des interviews où il dit que sérieusement, il allait agir. Mais c'est surtout ses partenaires internationaux qui lui avaient donné un certain nombre de garanties. Ça, c'est un langage diplomatique. Hein. Il voulait dire qu'il avait des renseignements, comme le doyen l'a dit, que, en fait, là, si tu agis, c'est fini pour toi. Si tu agis, c'est fini pour toi. En 24 heures, l'armée rwandaise descend à Kinshasa. Et l'objectif de Kabila, ses alliés et de l'armée rwandaise, c'était de le pousser à l'erreur. Et j'aimerais dire quelque chose que... tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir un président qui arrive au pouvoir et qui ne fait pas un état de lieu de son armée, etc., etc. Vous voyez, quand il arrive au pouvoir, la politique, c'est une question de stratégie. C'est pas du dégagisme, en fait, la politique. Quand on arrive et on comprend que tous les leviers, par exemple, militaires... Trump l'a dégagé l'administration Biden. Hein. Tous les leviers militaires... on n'est pas dans le même contexte. Tous les leviers militaires, administratifs, etc., sont dominés par Joseph Kabila, par les kabylistes. Donc quand on arrive, on sait qu'on est minoritaire. Qu'est-ce qu'on fait? On compose d'abord avec tous ceux qui étaient là. Le temps de les observer et ensuite de prendre de bonnes décisions. Et c'est ce qu'il a fait. Oui, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Il a pris de bonnes décisions. Ils sont tous en prison. Vous voyez, ils sont tous en prison parce qu'il y avait beaucoup de traîtres. Alors on lui reproche le fait qu'il a privilégié l'option diplomatique. Il a dit hier que la diplomatie, c'est aussi une arme. Et aujourd'hui, c'est vraiment une arme qui est en train de prendre Kagame, qui est en train de l'étouffer aujourd'hui. Vous voyez, qui est en train de l'étouffer. Il a dit, il est en train de se promener à gauche, à droite pour chercher des solutions. Mais l'arme que le président Tshisekedi a utilisée, c'est la diplomatie. Bon, là non plus, on ne peut pas occulter le fait que l'armée congolaise doit là également se former pour maintenir, surtout ça, pour maintenir les choses. Maintenant, pour revenir sur le fait qu'il regrette ce qui avait été construit avec le président Kabila. Et c'est là que j'ai dit que le président Tshisekedi, c'est un homme d'État. On lui a posé la question de savoir est-ce qu'il est prêt à recevoir l'ancien président Joseph Kabila. Il a dit... ou à dialoguer. Il a dit que, mais avant, on était en contact permanent. Je n'ai pas compris que lui-même, il est parti en exil forcé. Personne, il n'a jamais été envoyé en exil. Il allait faire ses études. Mais ça, c'était un prétexte qui n'a jamais fini. J'aimerais lire son doctorat, là, c'est sorti déjà. Ça, c'est un prétexte. Et donc, il regrette le fait que cette alternance que lui, Joseph Kabila, a permis d'exister. Le père de l'alternance. Qu'il soit lui-même encore, il est à la fois le père et le destructeur de cette alternance. Ouais. Il le regrette. Et il dit, il n'est pas contre le fait de le recevoir. Il n'est pas contre le fait de le recevoir. Mais qu'il est condamné à mort. Hein. Mais il va le recevoir où? Il a dit qu'il est prêt à venir à Kinshasa. Et si en tout cas, ce ne sera pas à Goma. S'il avait écouté notre suggestion, rentre par Kinshasa à l'époque. Mais voilà. Et donc, aujourd'hui,
dans sa communication, il montre tout simplement que le mal vient du président Joseph Kabila. C'est lui qui a trahi tout simplement l'alliance. J'ai un sujet plus intéressant pour vous. D'abord, intéressons-nous à cette question qui occupe l'actualité ici en Europe. J'ai feuilleté un peu la presse. Dans toutes ces conférences de presse, ils ont juste retenu cette phrase du président. Si on ne peut pas terminer cette guerre, malheureusement, on ne pourra pas organiser les élections en 2028. C'est une palissade. C'est normal, en principe, non? C'est pas une surprise. Ben oui. Je pense que ça nous donne raison. Il y a des choses que nous avions dites ici. Et le président a eu l'avantage de clarifier les enjeux. Là, nous savons quelle est maintenant la position du président de la République avec sa famille politique de l'UDPS et de l'Union sacrée. Non, ça veut dire, là, il a clarifié. C'est pour dire que dans la situation actuelle, c'est un problème de réalisme, on en avait parlé et il n'y a pas longtemps. Je sais que c'est un sujet qui fâche, mais il faudrait que nous soyons tous responsables. Que les gens qui sont dans la majorité, que les gens qui sont dans l'opposition et qui sont dans la troisième position, ni la majorité, ni l'opposition. Ils sont où alors? Ils observent pour dire que c'est la rébellion, c'est la rébellion. Non, pas la rébellion. Vous êtes où? Majorité ou opposition? Moi, je suis... Ah, mais on sent que... Moi, je voulais dire ce point. Le président a clarifié les enjeux dans les circonstances actuelles. Parce qu'une guerre, on sait quand est-ce qu'elle commence, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle va se terminer. Ça, personne dans le monde peut vous dire tel que je suis... Mais pendant ce temps, il y a des gens qui se préparent pour les élections de 2028. Oui. Donc, qu'est-ce que vous leur dites? Alors maintenant, pour les élections de 2028, moi, je me dis, voyons, je ne peux pas dire qu'il n'y ait pas des élections. Sur le plan... je m'explique. Laissez-moi d'abord poser ma position. Allez-y, mon frère. Sur le plan juridique, sur le plan constitutionnel, nous savons qu'en 2028, il faut qu'il y ait des élections. Mais maintenant se pose la question maintenant. Est-ce que les paramètres actuels permettent qu'il y ait des bonnes élections en 2028? Personnellement, dans mon analyse, je dis non. J'ai dit non, les paramètres ne permettent pas qu'il y ait de bonnes élections en 2028. Même si on libère le Nord et le Sud Kivu? Non seulement il y a des problèmes de Nord Kivu, Sud Kivu, moi je vais un peu plus loin, en prenant le président de la République dans le mot qu'il a dit, être un homme d'État qui songe aux générations futures et un homme politique qui voit les élections. Moi, je me suis dit, dans cette perspective-là, des hommes d'État qui voient plus loin pour les générations futures. Et moi, je dis ceci. Pourquoi je dis que les élections 2028 sont hypothétiques et que moi, j'appelle qu'il y ait un consensus national? Pourquoi? Parce que même les élections elles-mêmes... Il vous a répondu en plus. Oui, on arrive tout à l'heure. Les élections elles-mêmes posent un problème. C'est que les hommes politiques en République démocratique du Congo ne veulent pas le dire, qu'ils sont eux-mêmes aussi des acteurs de la crise congolaise. Ce qui signifie quoi? Même dans l'organisation des élections, 2006, les élections toujours non acceptées. 2011, la même chose. 2018, ça fait tous les processus électoraux, les résultats ont toujours été contestés. Donc il y a d'une part... Tshisekedi a choisi la diplomatie pour éviter que Kigali ne marche sur Kinshasa. Pensez-vous que c'était la seule solution ou une preuve de faiblesse? Dites-le nous en commentaire et partagez cette vidéo.